Vous connaissez probablement tous ce tableau de Géricault, le radeau de la Méduse. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est l'histoire horrible qui s'est passée en 1816 et qui a inspiré le peintre. Nous allons donc voir aujourd'hui comment un capitaine incompétent s'est rendu responsable de l'échouement de son navire, pourquoi des 150 personnes présentes sur le radeau seulement 15 ont survécu, et pourquoi les naufragés ont mangé des hommes morts. La frégate nommée la Méduse a pour mission de se rendre au Sénégal, car l'Angleterre vient tout juste de redonner à la France cette ancienne colonie. Les autorités désignent pour commandant un aristocrate qui n'a pas navigué depuis 25 ans, Hugues du Roy de Chaumareix. Le 17 juin 1816, la Méduse quitte la France avec à son bord près de 400 passagers, des marins, des soldats et des colons dont le nouveau gouverneur du Sénégal. La frégate ne part pas seule. Elle est accompagnée de 3 autres navires, mais le commandant va rapidement commettre sa première erreur puisqu'il va aller le plus vite possible, quitte à se retrouver seul en mer. Seul le bateau nommé l'Écho va réussir à les suivre péniblement. La route que doit emprunter la Méduse est encore mal cartographiée et ses dangers sont notoires. Il a été vivement recommandé au commandant de suivre les côtes de Mauritanie, de repérer le Cap Blanc, puis de se diriger au sud-ouest sur une longue distance afin d'éviter le banc d'Arguin, un banc de sable sous-marin responsable de l'échouement de nombreux navires. Mais le commandant va inexplicablement se mettre à croire un certain monsieur Richefort, un explorateur qui se targue de parfaitement connaître la côte africaine, et il va placer toute sa confiance en lui plutôt qu'en ses officiers. Le 1er juillet au soir, on aperçoit nettement la terre. Richefort affirme alors que c'est le Cap Blanc. Mais Richefort se trompe, ils sont en fait bien plus au nord. Confiant dans les dires de cet explorateur, le commandant ordonne alors de se diriger vers le sud-ouest, puis de repiquer au sud-est comme convenu. C'est donc la deuxième grosse erreur du commandant. D'autant plus que l'Écho, le navire qui les suivait, va leur faire des signaux toute la nuit pour leur indiquer leur erreur et va partir lui dans la bonne direction. Mais le commandant n'en tient pas compte, persuadé que c'est lui et son ami qui ont raison. Il en est tellement persuadé qu'il ne fait pas sonder régulièrement la profondeur d'eau malgré la proximité du danger. Le 2 juillet vers 15h, l'inévitable se produit, la Méduse s'échoue sur le banc de sable. Les officiers ordonnent alors de construire un radeau pour y déposer du matériel dans le but d'alléger le navire en espérant que ça suffise pour pouvoir se dégager. Une fois terminé, il mesure 20 mètres de long et 7 mètres de large. Mais rapidement le temps se dégrade et après 3 jours bloqués sur le banc, une énorme vague frappe le bateau. Le gouvernail est arraché et l'eau s'engouffre dans une large brèche. Cette fois, c'est sûr, il faut évacuer le navire. Enfin, c'est ce qu'estime le commandant. Il n'y avait en fait aucun danger imminent. 9 mois plus tard, la Méduse était toujours hors de l'eau. D'ailleurs, quand on retourna 50 jours après l'échouement à bord de la Méduse, on y trouva encore des hommes vivants parmi ceux qui avaient préféré rester sur le navire plutôt que de monter sur le radeau. Mais dans la panique et la précipitation, on ordonne l'évacuation. Sauf qu'il n'y a pas assez de canots de sauvetage pour tous les passagers. Alors que le commandant et la plupart des officiers embarquent dans les chaloupes, 150 personnes, en grande majorité des soldats, sont envoyés de gré ou surtout de force sur le radeau. Le commandant quitta la Méduse alors qu'il restait encore 60 personnes à bord et choisit la chaloupe la moins périlleuse, ce qui est bien évidemment contraire aux règles et à l'honneur maritime. L'objectif commun est maintenant de rejoindre la terre située à 80 km de là. Les canots se placent en file et tirent le radeau qui est impossible à manœuvrer seul. Mais rapidement, de façon accidentelle, ou plus probablement de façon volontaire, les amarres sont coupées. Les canots s'éloignent en laissant le radeau en pleine mer. La situation sur le radeau est critique. Comme il est surchargé, les hommes ont de l'eau en permanence jusqu'à la ceinture. Le radeau est tellement lourd qu'il s'enfonce d'1 mètre dans la mer. Il faut garder ça en tête pour toute la suite de l'histoire. Les hommes ne peuvent pas s'asseoir et encore moins s'allonger. Tout ce qu'il va se passer sur ce radeau va se passer dans l'eau. Mais il faudrait de toute façon pouvoir s'asseoir, or il y a moins d'1 mètre carré par personne. De plus, les trous entre les planches font qu'il faut toujours prendre garde ou mettre ses pieds au risque de tomber à l'eau. Sur le radeau, il y a seulement 2 barriques d'eau douce, 6 barils de vin et 1 sac de biscuits. Après quelques heures, on procède au partage de ces biscuits, la seule nourriture présente sur le radeau. À la fin de la distribution, il n'y a plus rien. Quand la nuit tombe, une tempête se lève, ce qui va rendre cette première nuit terrible. Des vagues submergent le radeau en emportant des hommes avec elles. Au lever du soleil, il manque déjà une vingtaine d'hommes. Au moins 8 ont été emportés par la mer, 12 ont eu les jambes broyées en glissant entre les planches.
La deuxième journée va être le début de la perte de raison d'une partie des passagers. Le boulanger et Demousse vont d'abord se suicider. Ils disent adieu au radeau et se jettent à la mer. Certains sont victimes de mirages, ils sont persuadés de voir la terre ou des navires approchant. Lorsque le soir arrive, un groupe de soldats s'empare d'une barrique de vin. Déjà affaiblis par les privations, les hommes commencent à délirer. Certains se jettent à la mer et d'autres veulent démanteler le radeau de façon à ce qu'ils périssent tous ensemble. Les officiers se jettent alors sur les soldats, le sabre à la main. La bataille dure toute la nuit et au petit matin, on se rend compte que plus de 60 hommes ont péri. Des doutes subsistent quant au déroulé de cette nuit. 2 des survivants ont déclaré que les officiers ont posé délibérément la barrique de vin au milieu des rebelles quand les protestations ont débuté. On les aurait provoqués et enivrés. De sorte que quand les hommes ont commencé à vouloir démanteler le radeau, les notables, les seuls armés, se sont jetés sur les rebelles et les ont massacrés. On voulait faire de la place et alléger le radeau. Et ça marche, le niveau d'eau a déjà légèrement baissé. Le troisième jour, les hommes vont s'enfoncer un peu plus dans l'horreur. Tous les cadavres n'ont pas encore été jetés à la mer. Affamé, un soldat à moitié délirant prend alors son couteau, se dirige vers un corps, coupe une tranche et l'avale. De nombreux hommes vont rapidement l'imiter. Un officier recommande de faire sécher la chair avant de la manger afin de lui donner un goût plus supportable. On accroche alors des lambeaux au cordage. Tous ne vont pas goûter directement à cette chair. Certains préfèrent manger le cuir de leur baudrier, le cuir de leur chapeau ou même leurs habits. Mais bientôt, il n'y aura plus une seule personne à bord qui ne se soit résolue à cette extrémité. La nuit suivante sera encore une fois pénible. Les hommes sont dévorés par la soif, épuisés, ballottés par les vagues. L'eau leur arrive jusqu'aux genoux et par conséquent ils ne peuvent reposer que debout, serrés les uns contre les autres, pour former une masse immobile. Quand le 4e jour se lève, on constate qu'une douzaine d'hommes vient de mourir, a priori de faiblesse ou des blessures de la veille. Toujours est-il que cela fait encore de la place. Au petit matin, on garde un cadavre à bord pour nourrir les rescapés. Mais une seconde révolte va éclater le soir même. Les mutins veulent cette fois dérober l'or et l'argent gardés dans un sac. Un nouveau massacre a lieu. Quand le soleil se lève, il ne reste plus que 30 survivants. On a aussi des doutes sur cette seconde nuit de massacre, même si c'est vrai que les hommes déliraient presque tous, sans exception, à cause des conditions, du manque d'eau, de nourriture, de sommeil et à cause du soleil écrasant. Toujours est-il que les 30 survivants sont dans un piteux état et il ne leur reste du vin que pour 4 jours. 2 hommes surpris en train d'en voler sont immédiatement jetés à la mer. Quelques heures plus tard, un garçon de 12 ans meurt, épuisé. Parmi les 27 personnes restantes, 11 sont malades et se posent alors la question de leur sort. Mais sans écouter leurs suppliques, on les jette à la mer. Ils sont dorénavant 16 encore en vie, 16, mais bientôt 15. Car parmi eux se trouve une femme, l'épouse d'un malade qu'on vient de jeter à l'eau. Et comme on vient de condamner son mari, on la force à le rejoindre dans les flots. Afin d'éviter un nouveau massacre, on jette à l'eau toutes les armes restantes. Les 15 hommes désespérés attendent alors de mourir à leur tour. Mais pourtant, 13 jours après avoir quitté la Méduse, un navire va bel et bien apparaître, l'Argus. C'est cette scène qu'a voulu peindre Géricault, le radeau de la Méduse, un des tableaux les plus célèbres de l'histoire.